Bonjour Rodrigo Arenas. Bonjour. L'actualité est évidemment en Corse marquée ce matin par les suites de l'incendie meurtrier de Crans-Montana en Suisse. On rappelle le bilan, une quarantaine de morts, au moins 115 blessés, dont 9 Français. La France, par la voix d'Emmanuel Macron, a dit sa profonde émotion, sa solidarité aussi, c'est important évidemment. C'est évidemment important parce qu'on est tous concernés, on est tous touchés par ça. On projette tous les fêtes de fin d'année avec des amis, des proches, des familles qui peuvent être dans ces situations-là. Et voilà, il y a une solidarité qui s'est exprimée, c'est tant mieux. Et je pense qu'elle va continuer dans les jours à venir puisque le bilan, malheureusement, risque de s'alourdir. Et en tout cas, ce n'est pas ce que je souhaite. Donc vraiment, toutes nos pensées, je pense, nationales vont en direction des victimes, qu'elles soient françaises ou pas d'ailleurs. Voilà, c'est une bien mauvaise façon de commencer l'année. La France a déjà accueilli 3 blessés de cet incendie. Ouais. Le Quai d'Orsay annonce à l'instant que 8 blessés supplémentaires vont arriver dans nos hôpitaux. Il faut aller encore plus loin, il faut faire tout ce qu'on peut faire. Aller encore plus loin, ça c'est pas à moi de le dire, c'est aux médecins, c'est aux forces suisses qui prennent en charge cette situation. Oui, il faut être solidaire pleinement, comme nous le faisons d'ailleurs quand des drames de cette ampleur prennent le champ sur l'actualité, ou comme quand vous avez des séismes ou des catastrophes naturelles. La France a toujours répondu présent, c'est notre honneur, c'est notre dignité, et il faut mettre tout en œuvre. C'est là le quoi qu'il en coûte que nous devons mettre en œuvre. On verra ce que dit l'enquête, évidemment, oui, sur les circonstances de cet incendie meurtrier. C'est encore tout frais dans les esprits des uns et des autres. Mais dès ce matin, par exemple, sur France Info, le président de l'Uminuit disait « En France, ça ne peut pas arriver dans une discothèque ». Est-ce que pour autant, il faut redoubler de vigilance en ce début d'année sur les normes de sécurité, les normes incendie? Est-ce que vous appelez tout le monde, évidemment, à la prudence? En tout cas, ce qui est certain, c'est que si les normes existent, il faut les respecter. Je ne crois pas qu'en France, il y ait des entraves à ces normes-là. S'il faut les renforcer au regard de la malheureuse expérience en Suisse ou dans d'autres endroits du monde, oui, il faut le faire. Moi, je fais partie d'une génération de quinquagénaires qui a connu ces drames-là en France à l'époque. Les discothèques ou les lieux de rassemblement festifs ont évolué sur les normes. 5-7 notamment, exactement, en Isère. Qui a marqué une génération complète, en tout cas la mienne. Donc, il convient d'évoluer avec les évolutions techniques. Mais avant tout, les pensées sont au deuil aujourd'hui et à l'accompagner des victimes. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à, par exemple, interdire ces fameux feux de Bengale, ces bougies enflammées qui, là encore, beaucoup de prudence quant aux premiers éléments de l'enquête qui nous parviendront, mais qui pourraient être à l'origine de cet incendie meurtrier terrible dont on parle ce matin beaucoup? Je pense qu'il ne faut jamais être dans les réactions à brûle-pourpoint, dans l'émotion. Il faut que la justice fasse son travail, que les enquêtes policières fassent les leurs et qu'après, on adapte les choses. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas interdire de faire la fête à toute l'humanité parce qu'il y a un accident aussi malheureux et aussi difficile à assumer et à supporter que celui qui a eu lieu en Suisse. Donc oui, dans un premier temps, l'émotion est là. Il faut évidemment être solidaire des familles qui accompagnent les victimes, celles qui sont en deuil. Et ensuite viendra le temps de la raison, j'ai envie de vous dire, mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui et le moment d'avoir ces réflexions-là. Rodrigo Arenas, on va se projeter un petit peu sur l'année qui arrive et sur les annonces qui ont été faites par Emmanuel Macron lors de ses vœux il y a quelques jours maintenant. Un projet de loi sera prochainement examiné en Conseil des ministres, puis débattu au Parlement en début d'année pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, interdire les téléphones portables au lycée. Est-ce que vous y êtes favorable, vous ? Je pense que la France, aujourd'hui, a tous les arsenaux juridiques et légaux pour pouvoir le faire, notamment à travers les directives européennes qui doivent faire la preuve, notamment pour les mineurs de 13 ans. Donc vous voterez contre ce projet de loi? Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a plutôt tendance à s'attaquer aux victimes des réseaux sociaux, à ces grandes plateformes qui reposent justement sur un phénomène d'addiction, sur un phénomène d'engagement et qui d'ailleurs véhiculent beaucoup de fake news dans les jeunes esprits et d'ailleurs les esprits un peu moins jeunes parfois. Donc il y a aujourd'hui un arsenal juridique qui permet de le faire. Il ne s'agirait pas de criminaliser les parents comme un amendement qui va être déposé et que je combattrai à l'Assemblée nationale. Il s'agit au contraire de s'attaquer aux vrais responsables qui reposent sur un modèle qui est un modèle financier aussi, qui nous vole d'ailleurs nos données personnelles collectives et privées, qui sont les plateformes. Je pense au groupe Meta avec Facebook, Instagram, etc. Donc l'interdiction pure et simple. Pardon ? L'interdiction pure et simple pour vous, c'est oui, c'est non ? Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est qu'il faut appliquer la loi qui existe déjà, qui permet de protéger les jeunes et les moins jeunes. Et cette loi n'est pas appliquée. Nous sommes plutôt prompts dans notre pays à taper sur les victimes de ces plateformes qui créent encore une fois de l'addiction et qui font leur modèle économique, leur modèle de faire du fric en fait sur le dos des gens, plutôt que de taper constamment sur les enfants et sur les parents. Mais parce que j'entends cette petite musique arriver. Pardon ? Comment vous contrez les plateformes ? Mais vous avez aujourd'hui un arsenal juridique qui existe pour éviter le
le harcèlement en ligne, pour éviter les fake news, pour faire en sorte que la vie privée des personnes soit respectée. Aujourd'hui, le fait, la RGPD par exemple, le fait de contrôler que vous êtes d'accord pour donner vos données personnelles, ce n'est pas assez restrictif. Donc il y a des façons de lutter contre ça, et aujourd'hui ce n'est pas appliqué. Pour les enfants, les contournements existent aussi. Il y a des contournements aujourd'hui. Mais comme pour tout. Donc, et moi je pense, puisque vous allez peut-être aborder la question du budget, que les moyens qui sont donnés à l'école de la République aujourd'hui pour lutter justement contre la désinformation, la lutte contre les fake news encore une fois, et faire en sorte que les enseignants puissent faire le moyen, n'est pas au rendez-vous dans le budget qui est annoncé aujourd'hui et qui va revenir du Sénat. Benjamin, vous parlez des contournements aujourd'hui que peuvent mettre en place les mineurs. On sait que les portables sont interdits au collège, que c'est difficile à faire respecter. Est-ce que l'éducation nationale, vous, ancien président de la FCPE, association de parents d'élèves, qui connaissez bien ces sujets, a les moyens aujourd'hui de faire respecter ces interdictions, où ça demande des moyens trop colossaux et la vague est déjà trop importante? Elle a les moyens, j'ai envie de vous dire, en termes de formation d'enseignants pour le faire. Elle n'a pas les moyens budgétaires pour le mettre en œuvre. Donc, vous voyez, quand on demande à l'école de faire, mais sans lui donner des moyens de le faire, c'est un peu compliqué. Vous savez, c'est un peu comme l'accueil des enfants à besoins particuliers. On a, théoriquement, tous ces enfants-là ont le droit d'aller à l'école, mais on sait qu'il n'y a pas d'AESH pour les accompagner. Donc, vous voyez, c'est déjà aujourd'hui que le bas blesse. Mais vous savez, c'est un peu comme tous les phénomènes où il y a des addictions, où la publicité est faite pour l'engagement. Je pense à l'alcool, je pense au tabac. Aujourd'hui, la législation de la publicité sur le tabac est interdite, mais celle sur l'alcool est autorisée dans certains lieux. Je pense par exemple dans les supermarchés, dans lesquels les enfants ont accès de façon visuelle à l'alcool sans que les mesures soient prises pour lutter contre cela. Donc vous voyez, c'est un phénomène plus global. Une loi permet d'agir sur des comportements en interdisant ou en autorisant, mais elle n'agit pas sur les mentalités. Donc il est temps aujourd'hui que l'ensemble de la société française comprennent que les grandes plateformes numériques, en fait, provoquent l'engagement et créent des addictions et sont capables du meilleur, mais aussi parfois le pire. Et les enseignants, ce n'est pas à eux qu'il faut jeter la pierre, ce n'est pas aux parents qui ne sont pas des criminels, et ce ne sont tellement pas aux enfants qui sont des victimes. Il faut s'attaquer aux plateformes qui sont des dealers d'addiction pour les enfants sur des questions. Même si on a aussi un rôle, nous parlons. En tant qu'adulte, Rodrigo Arenas, la sensibilisation dans les familles, ça compte aussi, parce que on est les premiers peut-être à être un peu addicts à ces téléphones portables. On vise les jeunes, mais les adultes aussi le sont. Mais c'est ce que je vous dis, les parents aussi sont addicts. Ouais. C'est d'ailleurs le modèle, encore une fois, de ces plateformes qui ne sont pas attaquées comme il se doit d'ailleurs. Quand la France a voulu le faire, vous avez vu que Donald Trump... Aussi, ça peut concerner aussi les parents. Évidemment que ça contribue, l'éducation est centrale dans tout ça. Mais j'étais en train de vous dire que quand la France a voulu un peu hausser le menton, Donald Trump a tout de suite intervenu en mettant des sanctions et finalement nous avons reculé. Donc vous voyez, il faut avoir du courage politique là-dessus. Sur les réseaux sociaux, justement, on trouve aussi beaucoup de faux comptes aujourd'hui qui relaient une certaine propagande. Lors de ses vœux aux Français, Emmanuel Macron a alerté contre les risques d'ingérence étrangère lors de la prochaine présidentielle, des prochaines élections. Menace vraiment à prendre au sérieux pour vous ? Elle est absolument à prendre en sérieux. D'ailleurs, nous avons vu la Poste dernièrement qui s'est fait hacker ses comptes, donc la question des données personnelles des gens. Donc oui, aujourd'hui, l'Europe et la France n'est pas au niveau de ce nouveau lieu de l'affrontement géopolitique. Par exemple, dans le cas de la Poste ? C'est pas une question seulement de sécurité, c'est de la prise en compte de ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, nous venons d'en parler, mais l'espace numérique d'une façon générale, est le nouveau lieu d'affrontement à l'échelle internationale qui se retrouve à la fois sur les réseaux, mais aussi sur le terrain. Je pense à l'Ukraine notamment et à l'Amérique latine aujourd'hui avec clairement les démarches très offensives et contraires au droit international qu'entreprend Donald Trump sur le sous-continent américain. Pour parler très franchement, est-ce que vous pensez que la Russie et la Chine peuvent jouer un rôle, des interférences dans la prochaine campagne présidentielle qui va, dès cette année 2026, commencer à se dessiner ? Mais je pense qu'effectivement, il y a la Russie, la Chine, les États-Unis qui sont des puissances étrangères, mais il y a aussi les faux comptes dont vous parliez qui sont en France. Je pense à tous ces faux comptes qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui véhiculent des fake news, qui véhiculent des propos racistes, qui véhiculent des propos antisémites, qui proposent des véhicules suprémacistes et qui harcèlent notamment les femmes et les personnes qui ont la peau noire. Je pense à certains députés qui sont victimes de cela. Donc vous voyez, c'est un problème international, mais c'est aussi un problème national. La démocratie est en péril de ce point de vue-là si nous ne prenons pas la mesure que l'Internet n'est pas le lieu du n'importe quoi et qu'il faut arrêter, que les victimes doivent faire la preuve de leur innocence. Ça veut dire aujourd'hui que la France n'est pas une démocratie assez solide justement pour faire face à ces ingérences ? Je pense qu'aujourd'hui, le champ démocratique que vous abordez sur les réseaux sociaux et sur l'espace numérique d'une certaine façon est attaqué. Et je pense que les médias ont un rôle très important pour être les régulateurs justement, de ne pas être les véhicules des fake news, mais au contraire de rétablir la vérité et l'information, parce que vous avez un rôle, messieurs, déontologique, c'est là la liberté de la presse, c'est d'informer la population pour qu'elle puisse se faire sa propre opinion. Et moi, je constate qu'il y a beaucoup de rédactions qui cèdent aujourd'hui à des comptes qui ont beaucoup de followers plutôt qu'à vérifier les informations et faire en sorte que les citoyens soient éclairés. C'est ça l'enjeu démocratique, c'est d'éclairer les citoyens. Benjamin, vous posez la question de la solidité de la démocratie. Dans ce cadre-là, Emmanuel Macron a semblé se poser en garant, en
en tout cas de la stabilité institutionnelle face aux ingérences, en promettant que le pays serait à l'abri des ingérences étrangères pour la campagne présidentielle. Est-ce qu'au moins de ce point de vue, vous lui donnez le point et vous lui faites confiance pour mener cette mission? Je ne donne pas le point à Emmanuel Macron, je donne le point à toutes celles et ceux, dont moi, qui sommes des lanceurs d'alerte depuis longtemps, qui expliquons que les réseaux sociaux sont devenus un lieu compliqué et qui est une atteinte à la démocratie. Pour autant, c'est au président d'être le garant. Si vous parlez de stabilité démocratique, je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas le mieux placé pour en parler. Rodrigo Arenas, vous restez avec nous, député La France Insoumise de Paris. On poursuit cette interview. Dans quelques instants, on va parler du budget de retour au Parlement à partir de lundi. Et puis des quelques polémiques qui ont émaillé les fêtes du côté de La France Insoumise. Ce sera juste après le fil info à 8h45 avec Sarah Ders. L'identification des victimes est la priorité pour que les familles puissent commencer leur deuil, assure la présidente du Grand Conseil valaisan. Après l'incendie d'un bar en Suisse, la nuit du Nouvel An, une quarantaine de morts pour l'instant, des centaines de blessés. La France va accueillir 8 blessés supplémentaires et l'enquête va porter sur la conformité des sorties de secours du bar. Un homme doit comparaître cet après-midi devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. Il fait partie de la vingtaine de personnes interpellées pour avoir acheté en ligne des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. Le prévenu de 56 ans a déjà été condamné pour agression sexuelle. Le nouveau maire de New York, Zoran Mamdani, promet de donner l'exemple au monde. Selon l'élu de 34 ans, la gauche peut gouverner. Il s'est exprimé hier à l'occasion de son investiture. Et pour la première fois, les alcooliques anonymes se joignent à la campagne du mois sans alcool, le Dry January. L'organisation va poster une vidéo par jour tout le long de ce mois de janvier comportant des témoignages de ceux qui s'en sont sortis. France Info. Le 8-30 France Info, Benjamin Fontaine, Paul Barcelone. Toujours avec Rodrigo Arenas, député de la France Insoumise de Paris. On va parler du budget qui va revenir en discussion dès lundi, d'ailleurs le 5 janvier à l'Assemblée nationale, après le vote des lois spéciales. Je rappelle que LFI s'est abstenu, ce qui était votre cas lors de ce vote. Est-ce que vous dites d'ores et déjà, qu'importe la teneur des discussions, peu importe l'ambiance à la reprise des débats, nous voterons contre et l'objectif est de censurer, renverser Sébastien Lecornu? Nous n'avons jamais dit que nous votions contre a priori, nous laissons toujours la place au débat démocratique. En revanche, ce qui est certain, c'est que contrairement à des Cassandres, il y a un budget pour la France qui s'appelle les lois spéciales, c'est-à-dire la reconduction du budget de 2025. Ouais. Maintenant, le budget 2026 va revenir du Sénat, vous l'avez indiqué, et nous allons défendre le programme et les valeurs et les engagements que nous avions auprès des électeurs. Mais après, vous êtes abstenu sur la loi spéciale, vous nous dites que finalement, elle est peut-être mieux, le budget 2025 était mieux que ce qui va être discuté pour 2026. Je ne peux pas vous préjuger de ce qui sera le budget 2026 après les discussions qui vont commencer en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Il y a une deuxième lecture qui arrive, donc il y a l'espace démocratique qui va s'ouvrir. Mais si le budget 2026 est le même que 2025, c'est-à-dire qu'il s'attaque à l'école, qui ne prend pas soin des hôpitaux, qui ne prend pas soin du service public d'une façon générale, et ce sur quoi les députés de la France Insoumise se sont engagés auprès des électeurs lors de leur élection à l'époque du Nouveau Front Populaire, eh bien évidemment, ils n'auront pas nos voix. Nous considérons, nous, que la parole donnée a un sens. Nous parlions tout à l'heure de la question démocratique. La démocratie, ça commence par des élus qui tiennent parole. Donc nous, il n'y a pas de mystère sur ce que nous allons voter et il n'y a pas de mystère sur ce que nous allons défendre. Donc à la fin du débat budgétaire en 2026, eh bien, il est probable que nous voterons contre si il est la reconduite en pire de celui de 2025. Et en cas de recours au 49.3, ce sera quoi, la censure ? Mais comme à chaque fois qu'une censure est mise en place, qui nous paraît un exercice démocratique qui pour le moins n'est pas très respectueux des chambres parlementaires, nous déposerons une motion de censure. Nous sommes assez coutumes du fait, non pas parce que nous nous habituons à cela, parce que c'est le seul outil institutionnel dont l'Assemblée nationale est dotée pour marquer un désaccord profond avec une orientation gouvernementale. Et moi, je suis assez surpris d'avoir des groupes qui ne la voteraient pas, alors que précisément le budget risque de se traduire. En tout cas, je ne veux pas préjuger, mais il me semble que c'est l'orientation qui est prise par Sébastien Lecornu, qui est contraire aux engagements qu'ils ont qu'ils ont pris quand ils ont été élus députés aux dernières élections législatives. Ça vaut pour le Parti Socialiste, ceux qui ne la voteraient pas et qui ont d'ailleurs voté le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, le budget de la Sécu. Ils ont trahi les socialistes en faisant ça ? Alors ça vaut pour des députés du Parti Socialiste, mais ça vaut aussi pour d'autres députés qui ont pris des engagements qui ne sont pas de gauche pour le coup et qui ne trouvent pas... Ils ont trahi vos anciens amis socialistes ou pas ? Ils vous ont trahi vos anciens amis socialistes ? La France Insoumise ? Oui. Ah non, c'est pas la France Insoumise qui trahissent, ce sont pour le coup les engagements qu'ils ont pris auprès des électeurs en tant que députés du NFP. Voilà.
Oui. Voilà, c'est auprès des électeurs qu'ils Donc, il y a bien vont une donner des trahison. explications, c'est pas par rapport à nous. D'ailleurs, je vois que ça rame un peu pour expliquer à la population le bien fondé de leur attitude ces derniers temps. Mais Pour j'ai autant, il y a envie une de vous partie dire, de la population la qui demande un peu de démocratie stabilité. tranchera dans cet ordre-là. Pour ce qui nous concerne, moi, j'ai pas à me prononcer sur le Parti socialiste. Ils ont leurs instances, ils ont leurs députés. Moi, je vous réponds en tant que député insoumis. J'entends honorer le mandat qui est le mien, l'engagement que j'ai pris auprès des électrices et des électeurs. Rodrigo Arenas, votre parti, la France Insoumise, est secouée par plusieurs polémiques ces derniers jours. On va commencer par celle qui vous concerne. Votre nomination au Conseil supérieur des programmes scolaires, c'est une instance consultative qui peut donner son avis sur la construction des programmes scolaires. L'essayiste, journaliste Alexandre de Vecchio, dans le Figaro, y voit votre entrée comme une entrée de l'islamo-gauchisme au sein de l'éducation nationale. Ce sont ces mots, une traduction de ces mots en tout cas. Vous revendiquez, vous, des positions communautaristes ? Moi, je trouve intéressant que vous me posiez cette question de cette façon-là, parce qu'à un moment donné, jusqu'à quand les rédactions françaises vont se laisser imposer des thématiques par des comptes d'extrême droite, des comptes suprémacistes, ou alors des journaux qui sont clairement d'extrême droite et racistes, comme je pense au JDD, à Europe 1, le groupe Bolloré et à CNews. Je pense qu'à un moment donné, il y a une liberté de la presse qui est attaquée par le fait qu'il y a une sorte de réaction moutonnière à des thématiques qui sont imposées par cette frange que je combats et que je conteste pas de dans notre pays. moutonnière dans la mesure où Pardon on vous donne pas de réaction moutonnière dans la mesure où on vous donne l'opportunité de réagir à ces propos. C'est vrai, qui mais sont tenus, je et vais à la pas... polémique, l'émotion qui peuvent être ressenties par certains en vous voyant arriver dans ce Conseil national des programmes. Ce qui est certain, c'est que je ne sais pas de quelle émotion vous parlez, parce qu'en l'occurrence, le Conseil supérieur des programmes est une instance démocratique dans laquelle est représenté l'ensemble de la société civile et des personnalités nationales qui sont des députés, des sénateurs. La gauche y est minoritaire, contrairement à ce qu'on dit, et en l'occurrence, ça n'émeut personne qu'une députée d'extrême droite du Rassemblement national qui prône le grand remplacement et d'autres théories d'extrême droite qui sont très très bien connues, n'ait suscité l'émotion de personne, en tout cas très peu. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que oui, cette façon de concevoir l'information qui n'est pas une information, qui est de la désinformation, aujourd'hui envahit les plateaux, envahit les médias qui sont censés informer, et même votre groupe, je suis désolé de vous le dire, j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, si vous me permettez de finir, sur France TV Info, l'invitation pour parler du voile à l'école. Mais alors justement, il n'y a pas de voile à l'école. L'école publique, le voile est interdit grâce à la loi de 2004. Donc pourquoi est-ce qu'on traite d'une information qui n'existe pas ? Mais dans ce texte, et c'est là où nous avons un problème quand vous me demandez de me prononcer sur des fake news. Mais justement, Alexandre de Vecchio, vous allez pouvoir répondre. Il vous mais je n'ai pas à répondre à un journaliste qui raconte n'importe quoi, excusez-moi. On vous donne cette opportunité en tout cas. Est-ce que vous voulez la prendre ? Parce qu'il vous reproche de vouloir revenir sur l'interdiction de l'abaya à l'école. Mais Monsieur de Vecchio, c'est très bien, puisque j'ai fait modifier les articles qu'a écrit le JDD, j'ai fait modifier les articles qu'a écrit Europe 1, qui n'ont pas supprimé les vidéos en ligne dans lesquelles ils font ce mensonge, et c'est-à-dire que je dois venir sur votre plateau perdre du temps à me justifier sur quelque chose qui est faux, et qui est public et qui est connu. Je me suis déjà prononcé sur ce sujet-là. Donc vous voyez, ces paniques morales que les réseaux d'extrême droite, que les médias d'extrême droite essayent de mettre dans la tête de nos concitoyens, et qui du coup sont une manipulation de l'opinion, et qui sont un danger pour la démocratie. Ça vous permet de moi, le je dire pense qu'on doit partir d'autre chose. En tout cas, oui, la loi de 2004 est respectée dans notre pays. Et je viens me prononcer sur le fait que l'abaya n'a pas à être dans l'école, que la loi de 2004... Vous voyez, je dois répondre sur des choses fausses et sur des dingueries qui, en fait, sont l'expression du racisme dans notre pays. Ce n'est pas acceptable. Et je suis désolé qu'on perde 5 minutes à parler de ce journaliste qui est un menteur et qui n'a pas fait son travail parce qu'il n'a pas vérifié ses informations. Sans mélanger tous les sujets, la polémique vient parfois aussi de vous. C'est le cas de Carlos Martins Bilongo, par exemple, ces derniers jours, qui, dans l'émission diffusée sur YouTube, la librairie africaine, a notamment insulté exactement Rachida Dati, ministre de la Culture, candidate à la mairie de Paris, qui a estimé que les gens du Nord avaient des problèmes intellectuels et que ça liait tout ça au racisme. Est-ce que finalement vous n'accréditez pas quand même avec ce type de polémique ? Je pourrais aussi citer la photo publiée sur Instagram par le député Adrien Clouet d'un livre qui prétend dénoncer les liens entre LFI et l'islamisme, livre disposé sur un tas de granules à bois, prêt à aller au feu, à la cheminée. Est-ce que vous n'alimentez pas quand même la possibilité pour les uns et les autres, vos détracteurs, de dénoncer LFI comme une secte ? Sur ce que dit Carlos Martins Bilongo, il aura l'occasion de s'en exprimer lui-même. Il y a beaucoup de manipulations de cette vidéo qui ont été faites et des montages qui sont faits à dessein. Maintenant, encore une fois, je suis désolé de vous le dire parce que vous êtes journaliste d'un service public, vous remettez encore... monsieur, vous venez d'utiliser le mot secte.
Mais qu'est-ce qui vous autorise à dire que la France Insoumise est une Je vous secte? pose la Est-ce que vous question, je ne pensez- sais pas. ce que disent de vous vos détracteurs. Mais c'est vous qui utilisez, excusez-moi, mais vous utilisez les termes, les raisonnements qui sont ceux qui vous sont en les véhiculés mettant sur les dans la réseaux bouche de vos sociaux. détracteurs. Donc voilà, excusez-moi, je suis quelqu'un qui est un citoyen éclairé, qui est sur les lumières, qui est universaliste, qui est humaniste. Parlons des vrais sujets de l'école. Parlons, puisque vous me parlez de ça, parlons Donc ça ne des vaut pas enseignants quand qui sont un de mal vos payés. collègues, Parlons- quand un de vos collègues Est-ce que tient des vous faites propos le même travail sur racialistes et l'extrême droite? La suprémacistes. réponse est Mais non. bien sûr, et Si, sur on fait ce la même plateau, question. Non, c'est même ce même n'est tous pas les vrai. jours. Si vous Si. comptez, monsieur, excusez-moi, je ne remets absolument pas en question votre liberté de la presse. peu. Non, pas du tout. Au contraire, je ne remets pas en question votre déontologie. En revanche, ce que je peux remettre en question, parce que ce n'est pas moi qui le dis, ce sont y compris des études de certains de vos confrères, de vos consoeurs, c'est que le temps consacré, le Donc, il n'y a harcèlement pas de qui est fait problème sur aux les propos députés tenus de la par France Carlos Insoumise Martins est Bilongo. sans commune mesure Donc, pas de problème. aux journaux et aux thématiques qui sont développées sur les députés d'extrême droite. Et ça, je suis en droit de le faire remarquer. Donc pas de On pourra problème aussi sur citer les propos reportages, tenus. qui ont été faits sur les députés RN qui ont eu quelques problèmes. On en a fait de nombreux aussi. On a eu l'occasion de poser des questions sur le sujet aux députés du Rassemblement national. Alors, sur je vous quelle le dis. question précisément? Allons-y, puisque vous voulez Alors, on va pas faire absolument d'état, on n'est pas là pour de la parler du France Rassemblement Insoumise, national. allons-y. Non, justement, Allons-y. ce que vous demandez, Paul, sur Lequel les propos de Carlos Martins Bilongo. Je va s'en vous ai expliquer, répondu. vous l'avez dit. Il y a dans ce qu'il dit, des vidéos qui ont été montées, qui ne sont pas la vérité de l'ensemble de ce qu'il dit. Ce sont des morceaux choisis et ce sont des pratiques sur les réseaux sociaux qui sont une atteinte à la démocratie. Libre à lui de mettre en place les actions en justice qui lui appartiendra. En revanche, ce qui est certain sur la question de Madame Dati dont vous avez prévenu, le mouvement a été très clair. Il s'est désolidarisé de ses propos. Carlos Martins Bilongo a présenté ses excuses et je pense qu'il a dans son activité parlementaire toute ma confiance pour faire en sorte que avoir une discussion de potage, ce n'est pas sérieux et qu'à partir de là, il s'est excusé pour cela. Maintenant, Voilà. faites ce même travail en nombre et en quantité sur les députés du Rassemblement On le fait, national ne vous et là, inquiétez ça pas. sera Ne crédible. vous inquiétez pas, on le fait. Merci Avec beaucoup, plaisir. Rodrigo Arenas, député LFI de Paris, d'avoir été avec nous. Merci, Paul. Très bonne journée. Avec plaisir. Interview à retrouver en intégralité en vidéo sur franceinfo.fr.